Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, après la récente polémique sur les résultats de fin de stage d'avocat, le Conseil de l'ordre verrouille les conditions d'accès à la profession au Cameroun. Des réformes sont en cours d'élaboration à Yaoundé. Le ministre de la Justice, Laurent Isso, a donné son onction au cours de la rentrée solennelle du barreau. Le gouvernement demeure optimiste malgré l'enlisement de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il projette des résultats meilleurs cette année 2018 au Cameroun. Le ministre des Enseignements secondaires a présidé hier une réunion d'évaluation de l'année scolaire et ce sujet meublera la deuxième partie de ce journal. La structuration de la dette des pays africains inquiète les bailleurs de fonds et la configuration de cette dette pourrait donc conduire les pays du continent à une nouvelle crise économique si les mesures urgentes ne sont pas prises. Le sujet est d'ailleurs à l'ordre du jour des réunions du printemps FMI et de la Banque mondiale à Washington. Des précisions dans ce journal avec notre envoyé spécial Cédric Noufili. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le Conseil de l'ordre des avocats veut durcir les conditions d'accès à la profession au Cameroun. Des réformes sont en cours d'élaboration à Yaoundé et portent notamment sur les diplômes requis qui passeraient de la licence à la maîtrise. Et les réformes présentées ce jour au garde des Sceaux, Laurent Isso, en a profité pour féliciter le barreau pour le déroulement des examens de fin de stage d'avocat. Le compte rendu de Marcelin Gansop et d'Emmanuel Diop. Le plaidoyer que vous venez de prononcer avec force et conviction. Sa réaction était attendue suite à la polémique qui enfle au sujet des résultats de l'examen d'entrée au barreau face aux avocats réunis dans le cadre de leur entrée solennelle. Le garde des Sceaux a pris fait et cause pour le jury que présidait le bâtonnier, Maître Jackson Nyekamga. Monsieur le bâtonnier, nous en avons souvent parlé et je saisis cette occasion pour vous dire toute mon appréciation sur la bonne organisation du dernier examen. Le jury que vous présidiez, monsieur le bâtonnier, a fait montre de la rigueur que les pouvoirs publics attendent. Je voulais encourager à préserver dans ces efforts qui contribuent à renforcer la crédibilité d'un corps qui, dans l'intérêt de la justice, ne peut être qu'un corps d'élite. Dans la foulée, l'on apprend que les conditions d'accès à la profession d'avocat seront de plus en plus rudes. Le Conseil de l'ordre a entrepris un certain nombre de réformes dont la matérialisation, si elle était effective, fermerait la porte à plusieurs postulants. Par exemple, il est envisagé que seuls les titulaires d'au moins une maîtrise aient désormais voix au chapitre. La profession d'avocat évolue et la loi de 1990 qui la régit se trouve dépassée à bien des égards. La profession d'avocat s'apprend. Elle s'enseigne par les anciens, les jeunes reçoivent les enseignements et lorsque les anciens estiment que les jeunes l'ont suffisamment reçu les enseignements, eh bien ils les admettent à l'exercice de la profession. C'est comme cela dans le monde entier, cela s'appelle examen, cela peut s'appeler concours. En tout état de cause, c'est un mode de sélection. Le barreau n'est pas un moulin où tout le monde vient d'entrer. Il y a une porte d'entrée, il y a des filtres, et les filtres doivent être réactivés. Cette tendance à vouloir visser l'accès à la profession est approuvée par ceux que l'on considère comme des doyens qui regrettent la baisse de niveau des jeunes confrères. Voyez-vous, ça fait plus de 10 ans déjà que les magistrats entrent à l'ENAM avec la maîtrise. Et au niveau des avocats qui plaident devant le même prétoire, on dit licence. Ça n'a pas de sens. Il est anormal qu'on transforme un métier, une profession de prestige et de compétence, d'éthique pour notre pays en un marché de travail. Les avocats ne sont pas nombreux au Cameroun, mais il y a matière à revoir. Quand je l'ai dit, j'ai fait 8 ans au tribunal pénal international comme conseiller principal, donc je n'invente rien. Mais le niveau a baissé chez nous. Les textes élaborés par le Conseil de l'ordre sont attendus instamment sur la table du garde des Sceaux. Le bâtonnier souhaite d'ailleurs que la prochaine session parlementaire soit mise à profit pour commencer à donner corps au nouvel arsenal juridique et réglementaire.
Et quel est le rôle de l'avocat dans l'accompagnement des projets d'infrastructure? Cette question était au cœur de la rentrée solennelle du barreau, dont le coup d'envoi des travaux dans les activités a été donné ce jour à Yaoundé, 32 ans après la dernière rencontre du JAR. Occasion pour le ministre de la Justice, Laurent Esso, d'inviter les avocats camerounais à jouer avec probité et professionnalisme leur rôle de conseil, d'éclairer des entreprises et à tourner le dos aux pratiques favorisant la corruption et les détournements de fonds publics. Le bâtonnier, quant à lui, a saisi dans l'occasion de la rentrée du barreau pour solliciter plus de diligence dans le paiement des honoraires des avocats. Écoutons à présent cette réaction du bâtonnier, maître Jacksonier Kamga, au micro d'Equinox Télévision. Des réponses qui sont favorables. Nous avons des problèmes qui sont un peu plus conjoncturels et qui ont trait aux honoraires des avocats. C'est quand même notre rémunération. Les avocats ont intérêt à ce que le mécanisme de recouvrement de leurs honoraires lorsqu'ils sont judiciarisés ne dure pas une vie entière. On espère bien qu'on réduira un degré de juridiction, parce que pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'un avocat ne réussit pas à se faire payer par son client, il passe par le bâtonnier de l'ordre, ensuite le tribunal, ensuite la cour d'appel et des fois la cour suprême. Vous voyez, on a 4 degrés de juridiction pour les créances alimentaires, là où le justiciable ordinaire en a au maximum 3. Cela n'était pas acceptable, donc nous devons effectivement faire évoluer la profession. Le Conseil de l'ordre que je préside va soumettre au ministre de la Justice effectivement un avant-projet de loi et un avant-projet de règlement intérieur pour remettre à plat effectivement tout ce qui nous paraît être une entrave au bon exercice de la profession. Et malgré l'enlisement de la crise anglophone, le ministre des Enseignements secondaires projette des résultats meilleurs cette année, contrairement à l'année dernière, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et le taux de couverture des programmes connaissent un bond significatif, malgré les attentes qui demeurent encore nombreuses. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Contrairement à la même période de l'année dernière, le taux de couverture des programmes affiche des résultats assez satisfaisants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En termes de statistiques, nous voyons que les établissements qui fonctionnent effectivement au nord-ouest et au sud-ouest sont à près de 70% de taux de couverture, contrairement à l'année dernière où nous étions à 8% en ce qui concerne le sud-ouest et 15% en ce qui concerne le nord-ouest. Ces résultats nous réconfortent un peu, mais nous savons que nous avons encore à faire. Il y a du chemin et nous allons continuer à encourager les enfants à rentrer dans les salles de classe dans ces régions. Une embellie corroborée par le délégué régional des enseignements secondaires pour le sud-ouest, qui dresse un bilan mi-figue, mi-raisin. Dans le sud-ouest, nous avons 2 catégories d'institutions qu'on est en train de gérer pour le moment. Les établissements qui sont pleinement fonctionnels, il y a la sérénité dans ces établissements-là. Mais nous avons aussi des établissements en difficulté, donc là, on ne peut pas beaucoup parler de la sérénité. Alors que les examens et concours de la session 2018 pointent à l'horizon, le ministre des Enseignements secondaires entretient la flamme de l'espoir. Nous sommes optimistes pour la simple raison que, en ce qui concerne le nord-ouest et le sud-ouest, nous avons mis en place tout un chronogramme d'activité qui n'est pas tout à fait ce qu'on vit dans les 8 autres régions, et ce chronogramme a été respecté. Le taux de réussite des ce qu'on a appelé cette reprise pendant les congés est de 75%, ce qui est quand même encourageant. Avec l'amélioration du taux de couverture des programmes et des enseignements, les performances des élèves devraient logiquement augmenter dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et ainsi tourner la page des résultats catastrophiques enregistrés l'année dernière. Et toujours dans ce chapitre, le défi de la professionnalisation des enseignements universitaires. Au Cameroun, les 3e assises consacrées à la question se sont ouvertes hier à Yaoundé et le ministre de l'Enseignement supérieur associe le JICAM pour des résultats meilleurs. Élisée Borbar et Guy Zogo. Pour beaucoup, la professionnalisation des enseignements universitaires au Cameroun est un vœu pieux. Mais le ministère de l'Enseignement supérieur croit et espère le contraire en multipliant les initiatives sur ce terrain. C'est le cas avec la tenue à Yaoundé des 3e assises de la professionnalisation des enseignements universitaires.
Sur le thème général enseignement supérieur et défis de l'économie du savoir, les 8 universités d'État et les instituts d'enseignement supérieur sont soumis à une évaluation de cette question. Les troisièmes assises visent à faire le point sur la professionnalisation dans nos institutions universitaires, mais également pour répondre à la thématique enseignement supérieur et défis de l'économie du savoir. Cela sous l'œil du JICAM qui est associé à l'événement. Nous avons, dans la première séquence que vous venez de voir, invité le président du JICAM, c'est-à-dire le groupement patronal, pour nous donner le point de vue des organisations professionnelles par rapport aux activités de professionnalisation qui sont menées à l'université. Après 3 jours de travaux qui porteront entre autres sur la place des professionnels et des ordres professionnels, sur l'insertion des diplômés des filières professionnelles au Cameroun et sur les projets structurants et ouverture des filières professionnelles, l'heure sera aux recommandations. La mise à la disposition des acteurs d'un ensemble de normes qui vont désormais régir le mécanisme de professionnalisation dans nos institutions universitaires, mais également un ensemble de recommandations qui visent à mieux adapter le maillage entre le monde, le milieu socio-professionnel et nos institutions universitaires. Mais après 3 éditions de ce chantier de la professionnalisation des enseignements universitaires, la maigreur des résultats est frappante et appelle à rentrer effectivement dans le vif de la professionnalisation. En santé, depuis le mois d'août 2017, plus de 2582 patients ont bénéficié des chirurgies diverses dans le cadre de l'opération humanitaire Mercy Ships. On l'a appris ce jour à Douala lors d'une visite interministérielle sur le bateau hôpital pour faire le point alors que la mission s'achève dans un mois. Farel Bounia et Sylvestre Hippolyte Zangao. Donc nous reviendrons sur ce reportage certainement. Avant la fin de ce journal, le temps de signaler que la Commission nationale de délivrance de la carte de presse durcit le temps. Bientôt, les journalistes détenteurs de ce précieux sésame ne seront plus autorisés à couvrir les grands événements au Cameroun. La Commission, qui a examiné certains dossiers d'obtention hier de la carte de presse, hier mercredi à Yaoundé, annonce également la publication des noms des journalistes autorisés à exercer auprès des services de sécurité ainsi que organismes internationaux. Aïe Cyril et Joël Sengue. Sale temps en perspective pour les journalistes non détenteurs de la carte de presse au Cameroun. Ils pourraient avoir des difficultés à couvrir certains événements, notamment la CAN 2019. Vous savez que pour demander une accréditation à la CAF ou à la FIFA, il faut d'abord prouver que vous êtes journaliste. Et nous nous ferons fort, comme nous l'avons déjà fait pour certaines missions diplomatiques, de leur adresser notre fichier de ceux qui sont considérés au regard de la loi comme journalistes au Cameroun à ce jour. J'ai indiqué à la secrétaire permanente d'adresser également au cabinet civil de la présidence de la République le fichier des journalistes titulaires de la carte de presse et également aux instances qui s'occupent de la sécurité avec les spécimens. La commission de délivrance de la carte de presse est réunie en session ordinaire à Yaoundé. Sur sa table, de nombreux dossiers de demande d'obtention de la carte de presse. Nous avons examiné ce matin 60 dossiers. Nous en avons rejeté 12. Nous avons admis directement 28 dossiers. Nous avons émis des réserves. Nous avons accepté des dossiers sous réserve de complément. Pièce d'identification des journalistes et auxiliaires au Cameroun. La carte de presse apporte également des avantages à son détenteur. Notre partenaire Orange a mis à leur disposition une flotte qui permet aujourd'hui aux journalistes de communiquer sans avoir besoin de débourser quelques frais que ce soit, ou tout au moins une modique somme. Ils disposent d'Internet à haut débit et ils peuvent acquérir également le matériel de communication
à un prix bonifié auprès de la société Orange Cameroun. Nous venons de conclure également avec la compagnie Bruxelles Airlines qui accorde une réduction substantielle de l'ordre de 15% sur l'achat des billets pour tous les journalistes titulaires de la carte de presse. Depuis la prise de fonction des membres actuels de la commission de délivrance de la carte de presse il y a 2 ans, 1142 dossiers au total ont été examinés. La commission se félicite de ce chiffre, d'autant qu'il se situe au-dessus de la barre de 1000, qui était le chiffre escompté dès le départ. À moins d'un an du coup d'envoi de la CAN 2019 au Cameroun, une question taraude les esprits de l'opinion nationale, celle de savoir si la région de l'Ouest Cameroun abritera effectivement une poule de cette compétition. Les habitants de cette partie du pays sont inquiets au regard de l'avancement des travaux. État des lieux de quelques chantiers dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat et Dalastiana. Les attributs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 remis au Cameroun. De nombreux habitants de Bafoussam doutent encore de l'accueil d'une poule de cette compétition dans la région. La physionomie de la ville et l'évolution des différents chantiers routiers ne les rassurent pas du tout. Et quand vous regardez l'état d'avancement des chantiers dans la ville de Bafoussam, ça nous inquiète, mais comme les entrepreneurs, les ingénieurs disent qu'ils peuvent, si on ne meurt pas avant le temps, on va voir. L'évolution des travaux, c'est vrai, c'est lent. Le taux de pourcentage de réalisation n'est pas assez élevé, mais on se dit surtout que c'est peut-être parce que le financement n'est pas très sûr. Les routes ne sont pas faites, mais on est en train de faire. Avant, on avait un peu négligé, mais pour le moment, quand les travaux viennent, bon, les routes prennent de casser. Où est la route? Pour arriver ici à Kwekon. Vous savez combien on souffre? Si à proximité du stade Omnisport de Bafoussam Kwekon, ouvriers et engins sont à pied d'œuvre pour matérialiser les fondations du stade annexe. L'aménagement des parkings et autres commodités intérieures n'ont toujours pas démarré. Où est le garage? L'année passée, j'étais ici sur une saison de pluie. On peut garer où là? Sur la boue là? Il n'y a pas de place. Mais le Cameroun, comme avait dit le président, risque d'être prêt le jour dit. Mais pour le moment, le Cameroun n'est pas prêt. Parmi les sites retenus pour abriter les stades d'entraînement, le mythique stade Bamendi est en phase de terrassement. Tout comme l'ancien stade Omnisport Toquette, autrefois dans la broussaille, affiche aujourd'hui un visage de régénérescence. Mais sa fermeture prochaine inquiète l'avenir des pratiquants de sport pour tous. Nous avons peur qu'après la coupe, on dise que le sport pour tous n'entre plus au stade. Mais je ne pense pas, parce que le ministre comprend l'importance de notre mouvement sportif pour la santé des populations. Face aux doutes et inquiétudes des habitants de la région, le gouverneur de l'Ouest se veut très rassurant sur l'achèvement de tous les chantiers dans de meilleurs délais. Les uns et les autres doivent être objectifs pour admettre qu'il y a quelque chose de positif qui se passe dans la ville de Bafoussam. Je crois que les travaux sont effectifs. Même là, les aveugles vont entendre le mouvement des engins. Le président du comité régional d'organisation de la CAN 2019 a donc parlé. Tous les fans de foot et des Lions indomptables n'attendent plus que la fin du compte à rebours pour savoir si, effectivement, la région de l'Ouest abritera ou pas une poule de la CAN Cameroun 2019. On parle de toute autre chose à présent. Le difficile accès au financement plombe l'essor des PME au Cameroun. Les responsables d'établissements financiers font savoir que plusieurs projets sont peu porteurs au manque de garanties suffisantes. La deuxième édition de la Pan-African Project Management a permis de lever un pan de voile sur la question. Reportage. Les banques en zone CIMAC et en Afrique ne prêtent pas assez alors qu'elles sont en situation de surliquidité, a-t-on coutume d'entendre, pour indiquer qu'il y a de l'argent oisif dans les établissements bancaires et autres institutions financières. Un mythe de la surliquidité bancaire qui persiste depuis des années. Dans ce contexte, les difficultés les plus criardes pour les porteurs de projets et investisseurs résident dans le financement des investissements. Ces projets requièrent des financements de longue durée qui ne sont pas facilement mobilisables du fait des risques importants associés. De fait, l'accès au financement des investissements, qui plus est pour les PME,
apparaît alors comme une véritable gageure quand on sait que même en situation de surliquidité, les banques sont réticentes. Une réticence qui plombe le développement des PME, mais qui, de l'avis de la quasi-totalité des experts, se justifie par la faible structuration de ces entreprises ou de leurs projets d'investissement. Ce qui se caractérise par une absence de plan d'affaires et naturellement une capacité limitée d'autofinancement qui ne permet pas de couvrir leurs besoins prioritaires d'investissement. Sachez que personne ne fait un projet pour perdre. Il est très important de comprendre que pour les financiers, quels qu'ils soient, les banques commerciales, les banques de développement, le document de base qu'ils ont, n'est-ce pas, c'est l'étude de faisabilité, c'est le business plan, c'est-à-dire c'est le rapport bancable qui doit leur apporter les réponses nécessaires, n'est-ce pas, pour apaiser les réponses relatives aux risques qui entourent le projet. Très souvent, on prend son projet, on la met sur le banquier, mais le banquier ne pouvant pas, en fait, ne pouvant pas voir comment vous allez gérer les éléments de risque, seulement ne finance pas. Vous parlez du contexte de surliquidité. Il peut être en situation de surliquidité, mais si vous lui apportez un projet auquel il ne comprend rien, notamment en termes, n'est-ce pas, d'asymétrie d'information, il ne le fera pas. Une première explication peut être pour certains promoteurs qui n'expliquent pas le paradoxe qui existe dans certains cas entre l'oisiveté des ressources financières dans les coffres des banques et institutions financières et l'absence ou la rareté de financement dont souffrent les PME. Plusieurs entrepreneurs évoquent leur incapacité à fournir des garanties jugées onéreuses que leur réclament les banques. Or, ces mêmes entrepreneurs ne mettent pas toujours en avant l'importance de bons dossiers d'investissement, des dossiers bancables. Du côté des banques, on est formel. Si l'activité et sa rentabilité sont assurées, le projet est bancable et les garanties ne viennent qu'en seconde position. À Afriland First Bank Cameroun, nous parlons de l'Afrique, je vais donner l'exemple du Cameroun, nous avons un portefeuille crédit, un encours de crédit de 623 milliards. La dernière chose qu'on regarde, c'est la garantie. Nous ne finançons pas des garanties, nous finançons l'activité. La première garantie, c'est l'activité. Si donc les banques financent l'activité ou les bons projets et non la garantie, force est donc de constater que leur réticence à l'ouverture de lignes de crédit pour les PME est due à autre chose, certainement à la structure et le montage du projet tel que présenté par le porteur. La mauvaise préparation des projets et qui fait que d'une part, les gens qui ont l'argent, c'est-à-dire les banquiers, ont les ressources et ils se plaignent qu'il n'y a pas de bons projets, c'est-à-dire des projets bancables. Et en même temps, ceux qui portent les projets, ceux qui sont les promoteurs, ont aussi la difficulté à amener des projets que les banquiers acceptent. Vous voyez, donc il y a un gap entre ceux qui ont l'argent, qui sont prêts à le mettre pour les projets, et ceux qui sont promoteurs des projets. C'est donc pour résoudre le problème structurel du nombre très limité et insuffisant de projets bancables ou prêts à être financés qui soient structurés aux meilleurs standards de viabilité économique que se tienne à Yaoundé au Cameroun du 23 au 25 mai la deuxième édition de la Pan-African PMC sous le thème « Réussir la préparation des projets bancables en Afrique ». La première édition, c'était général. Parler du management de projets en Afrique globalement. Maintenant, pour cette année 2018, on a donc choisi un problème particulier qui mine un peu, si vous voulez, l'investissement en Afrique. Techniquement, donc, nous avons opté pour résoudre ce problème en organisant cette conférence qui est donc consacrée au succès de la préparation des projets qui soient bancables. C'est pour ça qu'on a focalisé un peu le sujet dessus. Donc il s'agit en fait de clarifier le processus de préparation des projets, de le rendre maîtrisable, de l'idée, donc définition du projet, jusqu'au closing financier, c'est-à-dire où les banquiers ont tout accepté, ils sont prêts à mettre l'argent. Cette conférence est importante parce qu'elle va probablement aboutir à
obliger, c'est-à-dire à créer un cadre institutionnel, probablement un cadre législatif, qui obligera les porteurs de projets à passer par des professionnels qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de les aider à créer, à construire des rapports bancables. Et à ce moment-là, on réduira ce que j'appelle la symétrie d'information, c'est-à-dire le gap d'information entre les prêteurs et les porteurs de projets. La deuxième édition de la Pan-African PMC s'annonce par conséquent novatrice avec une vingtaine d'experts en provenance du monde entier qui édifieront près de 1000 participants et 800 délégués sur 16 thématiques qui résumeront le cycle complet d'un projet qui se veut bancable. Il s'agit de manière générale de vous offrir toutes les clés de succès qui vous permettront de rendre votre projet bancable et de le monter en toute sérénité avec la garantie de sa rentabilité. De retour au Bercail avec une moisson de 3 médailles, dont une en argent. Les athlètes qui ont participé aux Jeux du Commonwealth ont été reçus ce jour par le ministre des Sports. Cette cérémonie d'accueil a eu un arrière-goût inachevé car 11 des 42 athlètes présents en Australie ont pris la fuite et ne sont pas retournés au Cameroun. Élisée Borba et Aïe Cyril. C'est un mal qui reste en travers la gorge. Sur les 42 athlètes camerounais présents aux Jeux du Commonwealth à Gold Coast en Australie, 11 ont pris la poudre d'escampette avant même la fin de la compétition. J'étais dans la même chambre avec mes collègues, l'ambiance qu'il y avait et tout. Bref, l'ambiance d'une équipe quoi. Mais quand ils ont commencé à partir, c'est vrai que ça me démoralisait un peu, mais bon, j'avais un objectif à atteindre. Je suis parti avec une idée en tête à Gold Coast, faire une très bonne compétition et rentrer avec une médaille d'or. Donc c'est ce qui m'a remonté le moral là-bas. Chacun sait pourquoi il a voyagé, chacun sait ce qu'il est allé défendre sur place. Donc je suis resté concentré jusqu'à la fin. Et dans le sport, vous savez, il y a des gens qui sont là. D'autres viennent pour voyager, d'autres viennent parce qu'ils veulent peut-être de l'argent, d'autres viennent pour ceci ou pour cela, mais moi je suis venu pour gagner, pour être championne et je suis resté concentré jusqu'à la fin. La boxe a réalisé le meilleur comme le pire aux Jeux du Commonwealth. Le meilleur d'abord avec Wilfried Seyi. Grâce à sa médaille d'argent, le pugiliste offre au Cameroun son plus précieux métal. Le pire ensuite, avec le plus gros contingent des athlètes fuyards. 5 athlètes sur les 11 déserteurs sont des boxeurs. Malheureusement, je ne suis que le président, c'est-à-dire celui qui met les boxeurs dans les meilleures conditions, celui qui assure leur travail au quotidien, celui qui assure la gestion de leur carrière au pays. Mais maintenant, arrivé sur le plan international, la carrière et leurs envies ne peuvent plus être gérés par le président que je suis. Parce que si nous pouvons raisonner de manière objective, Fokou, je ne prendrai que cet exemple. Les champions d'Afrique, Fokou est médaille de bronze au championnat du monde. Toute l'élite mondiale de la boxe est à ses pieds. Un doigt accusateur est pointé sur les mauvaises conditions de travail qui amènent les athlètes camerounais à prendre la clé des champs une fois en compétition à l'étranger. Le gouvernement promet à l'avenir de créer des conditions idoines sur place au pays. Nous avons apprécié votre courage, votre engagement patriotique dans la défense du drapeau de votre pays avec dignité et honneur. Au moment où plusieurs de vos camarades ont choisi de quitter les rangs, abandonnant les armes en plein combat. Le gouvernement ne ménagera aucun effort, ni aucun moyen pour vous accompagner dans ces efforts afin de hisser toujours haut le drapeau de notre pays. 71 pays ont pris part aux Jeux du Commonwealth à Gold Coast en Australie. Sur les 42 ayant remporté au moins une médaille, le Cameroun occupe le 32e rang avec 3 médailles, dont une en argent et 2 en bronze. Pour encourager ces efforts, le gouvernement offre des espèces sonnantes et trébuchantes. 3 millions de francs CFA pour la médaille d'argent et 2 millions de francs CFA pour la médaille de bronze.
Et je vous le disais il y a quelques instants, l'opération humanitaire Mercy Ship s'achève dans un mois seulement. Et depuis le mois d'août 2017, 2582 malades ont bénéficié des chirurgies diverses. On a appris ce jour au cours de la visite d'une délégation interministérielle sur le bateau hôpital Farel Bounia et Sylvestre Zangaou. Sous des applaudissements, la petite Karine est brandie comme un trophée par son père. Âgée aujourd'hui de 3 ans, elle est née avec des pieds beaux, une malformation des os. Désemparés, ses parents se sont immédiatement mis à la recherche d'une solution pour réparer cette malformation. C'est alors qu'ils sont reçus par l'équipe de l'opération humanitaire Mercy Ship. J'ai été intéressé le 9 juillet 2018. Et sans vous mentir, je suis satisfait déjà à l'évolution. Aujourd'hui, très heureux, très ému avec ce que je vois, parce que ça fait une très grande différence avec ce que j'ai eu au départ. Aujourd'hui là, Mercy Ship est en train de vous montrer la grande preuve. La petite Karine fait partie des 327 enfants qui ont bénéficié de chirurgies diverses depuis le mois d'août 2017. À un mois de la fin de sa mission au Cameroun, le bateau hôpital a reçu la visite d'une délégation interministérielle venue s'enquérir de ce qui a été fait depuis 8 mois. Imprégné, Bela Bouba Maïgari, le ministre du Tourisme et des Loisirs, représentant le Premier ministre, a salué la qualité du travail effectué pour apporter la santé à tous ces malades retenus pour cette opération. Eh bien, d'après ce qui nous a été dit, présenté, le bilan est plus que satisfaisant, très encourageant, parce que pas moins de 2500 patients avec des conditions très sérieuses ont pu recevoir des soins, des opérations très difficiles et qui ont retrouvé non seulement la santé, mais l'espoir, la joie de vivre et l'espoir d'un avenir très radieux. Du 16 août 2017 au 19 avril 2018, ce sont exactement 2582 chirurgies multiformes qui ont été effectuées par les spécialistes de Mercy Ship. Mais il n'y a pas que les malades qui ont bénéficié de cette expertise. Des médecins camerounais ont également bénéficié des renforcements de leurs capacités. Nous avons gagné sur beaucoup de plans. Premièrement, sur le plan chirurgical, comme tout chirurgien, nous avons eu une réelle amélioration de nos capacités en apprentissage. C'est d'abord le besoin de tout chirurgien. Apprendre, apprendre et apprendre toujours pour mieux opérer, pour mieux donner. Secondairement, nous avons beaucoup appris encore de la relation avec nos patients, comme on l'a dit, qui sont vraiment des nécessités et qui ont besoin encore d'une plus grande affectivité, d'une plus grande proximité. Et nous l'avons appris sur ce bateau parce que c'est un bateau vraiment humanitaire qui a une dimension d'amour assez poussée. Troisièmement, nous avons appris, comme je l'ai dit, des limites aussi de notre système de santé. Il y a des malades en surabondance, mais ils sont limités, comme je l'ai dit, par les moyens financiers, les limites sociales, culturelles, comportementales, géographiques même. Certains sont dans des régions extrêmement éloignées et les centres qui peuvent les prendre sont vraiment pas à leur portée. Les médecins camerounais désormais plus outillés se tournent vers les pouvoirs publics et leur demandent de leur garantir les conditions adéquates pour appliquer ce qu'ils ont appris. Nous allons déjà mettre à profit de nos patients, de nos systèmes de santé, ce que nous avons appris. Mais ça ne saurait être limité aux seuls médecins. C'est quasi impossible. On a besoin de l'appui du gouvernement et de tous les décideurs. Parce que si ces gens travaillent aussi merveilleusement bien, croyez-moi, c'est parce qu'ils sont dans un environnement magnifique. Ils sont dans un bon environnement, ils ont du bon matériel, ils n'ont pas de limites financières et autres. Et ça, ce n'est pas le rôle du médecin. Le médecin, le contact du malade, ce n'est pas à lui d'équiper un hôpital, ce n'est pas à lui d'amener le malade à l'hôpital, ce n'est pas à lui de payer les soins, la pharmacie et autres. Non, ce n'est pas son rôle. Donc, il y a des décideurs qui doivent agir. Et s'ils agissent, et s'ils ont aussi également été touchés, croyez-moi, on peut changer beaucoup de choses. Arrivé au Cameroun en août 2017, le bateau hôpital Mercy Ship, qui avait une mission de 10 mois, quitte le pays au mois de juin prochain.
Et toujours dans ce chapitre santé, un naturopathe expérimente le traitement des malades à base du sel de cuisine. Il vient à cet effet d'installer une clinique privée du côté de Baganté dans le département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Des précisions dans ce reportage de Jérôme Narcisse Sobsé. En plein cœur de la ville de Baganté, un spécialiste de la médecine traditionnelle, communément appelé Docta, a installé sa clinique privée. Au sein de celle-ci, il apporte, dit-il, des solutions rapides et plus sûres en ce qui concerne la santé avec le traitement à base du sel. Le vertu du sel, bon, le sel a autant de vertus que jusqu'à présent on ne pouvait pas, il n'y a personne qui peut définir la limite du sel dans les vertus. En ce qui concerne les expériences que je mène scientifiquement et avec des expériences diverses, les études que j'ai faites, les expériences que je fais, bon, depuis 27 ans, j'ai trouvé que le sel, et le simple sel de cuisine, avait des vertus capables, n'est-ce pas, de soulager la plus grande de nos des problèmes qui gangrènent notre société. Et que, bon, à ce niveau, c'est à la portée de tout le monde, des petits comme des grands, des riches comme des pauvres. Et je peux vous assurer que ça fait des merveilles. Dans la ville de Baganté et notamment au quartier Batela, non loin de la chefferie supérieure Baganté, son nom inconnu des initiés, Dr Lafon Emmanuel, le sexagénaire qui a souvent requis l'anonymat est en effet réputé, dit-on, pour des miracles prodigués aux nombreux hommes qui s'offrent ses services. Lui-même n'a aucun doute là-dessus. Oui, le sel est la base de la vie elle-même. Et quand le sel devient la base de la vie, le rôle que le sel joue le rôle d'ouvrir les chakras. Là, c'est pour commencer, pour ceux qui me comprennent. L'homme a 7 chakras. Comme vous allez voir sur le pyramide, il y a 7 traits que je mets. C'est comme ça que les Égyptiens connaissaient le sel. Ils entouraient le lit de leurs malades avec le sel. Les médecins égyptiens faisaient ça. Ils utilisaient le sel pour la purification. Aujourd'hui, qu'est-ce que le sel peut faire? Si une personne est malade, par exemple, ça veut dire qu'il y a un problème dans son corps physique et dans son corps double, c'est ce qu'on appelle le corps subtil. Et la plupart du temps, nous avions déjà constaté que la médecine moderne, qui a fait beaucoup de choses que nous tous nous apprécions, n'arrive pas aujourd'hui à détecter certaines maux, certaines maladies que les gens souffrent. Mais ces maladies sont à la personne, mais on fait les examens, on ne voit pas d'où sont cachées ces maladies. Ces maladies sont cachées dans son double, dans son corps subtil. Et le sel, comme j'avais déjà donné une aperçue, je disais, le sel est la matière qui se tient entre le corps et l'âme. À côté du sel, il y a aussi les plantes médicinales qui, dit-il, aident à nourrir le système endocrinien de sorte que toutes les hormones fonctionnent correctement. Certains patients des hôpitaux modernes retournent aux écorces d'arbres, feuilles et autres éléments que la nature offre pour soulager des maux. Le docteur Emmanuel Lafon déclare donc pouvoir débloquer des situations désespérées sans avoir un microscope poli au micron près. Il s'inspire de ce que ses ancêtres lui ont légué. Je viens d'une lignée, à ma connaissance de l'histoire que je peux compter, et il y a 200 ans, vers le 1885, qu'il y avait un de mes arrière-grands-parents qui était Bamoun, il les appelait Mfonje Mamfon. C'est de cette lignée-là que je viens. Il était un grand guérisseur. Il se raconte même que certains traitants des hôpitaux le sollicitent constamment pour leurs besoins privés. Ce qui remet sur la table l'épineux débat qui a toujours opposé la médecine moderne à la médecine traditionnelle. À présent, ce public reportage, Orange Cameroun récompense ses colboxeurs. Les meilleurs qui se sont distingués durant l'année 2017 ont reçu des primes au cours de la 2e édition de la National Colbox Award. Reportage. Chez Orange Cameroun, on ne badine pas avec les colboxeurs. Pour la 2e année consécutive, ceux-ci viennent de faire l'objet de toutes les attentions de la part de cet opérateur de téléphonie mobile à l'occasion de la 2e édition des National Colbox Awards. Orange Cameroun existe parce que vous êtes performants. Les distributeurs ici présents existent parce que vous êtes performants. Si vous ne mettez pas
le produit à la disposition des clients, des consommateurs finaux sur le terrain, et on va voir dans les clients qui n'auront pas de produit et ils vont se déporter ailleurs. Et vous avez dit tout à l'heure que vous êtes engagé. Et vous êtes engagé avec Orange, vous êtes engagé avec Orange jusqu'à la Pour Orange Cameroun, cet événement est un temps fort pour marquer sa confiance aux callboxeurs méritants qui sont une bonne centaine recensés sur l'ensemble du territoire national pour leurs prestations sur le terrain en 2017. Les meilleures performances de l'année ce soir vont être primées. C'est un double engagement d'Orange Cameroun. Déjà qu'il veut être l'opérateur de référence auprès des callboxeurs. Et deuxièmement, de tenir la promesse qui est faite aux callboxeurs. Donc c'est un concept de fidélité, c'est un concept de loyauté qui vise en fait à récompenser sur un programme à points sur la base de 3 critères. Premièrement, il faut être présent et être productif. Il faut également, au quotidien, n'est-ce pas, être en évolution par rapport à la période précédente. Donc c'est un concept qui est national, c'est un concept qui est permanent et qui se manifeste par une présence auprès des callboxeurs au quotidien pour les accompagner donc dans leur activité et les amener à gagner davantage et à faire de bénéfices. Après un repas copieux, à l'image de la considération d'Orange Cameroun pour les lauréats du jour, les callboxeurs sont récompensés de leurs efforts sur la base d'un classement qui a attribué des points au regard des prestations des uns et des autres. Les lots remis aux lauréats sont compris entre 50 000 et 500 000 francs CFA, lesquels se déclinent en robots multifonctions, cuisinières, réfrigérateurs et autres motos. Les lauréats s'en réjouissent. Je suis très ravie, très émue, parce que ça c'est ma première fois de participer à une telle organisation venant d'Orange Cameroun. Vraiment c'est la joie, j'ai tellement la joie dans mon cœur pour ces trucs que Orange nous a fait. Parce que c'est ma toute première fois de reçu les lots. Parce que je suis toujours parmi les gens, mais on ne me donne jamais les lots. Et cette fois-ci, on voit que je suis la une. Je ressemble aux gens aussi, aux autres gens. Je suis tellement heureux pour Orange Cameroun pour nous encourager sur notre callbox. Je suis tellement très heureux pour notre métier. Quand ils nous encouragent comme ça, nous sommes tellement fiers. Fort de cette récompense méritée, ils promettent de faire mieux à l'avenir et de rester fidèles à Orange Cameroun. Je ferai de plus en plus mieux sur le marché, de sortir du produit et que prochainement je sois plus meilleur. Je ne peux jamais laisser Orange, parce qu'avec Orange, je m'en sors. Combler autant Orange Cameroun que les callboxeurs peuvent alors laisser éclater leur satisfaction lors d'un moment de détente. Devant cette relation fusionnelle avec les callboxeurs, Orange Cameroun affirme ne pas douter qu'il s'agisse d'un partenariat gagnant-gagnant. Donc c'est un partenariat win-win pour nous qui permet de faire que les callboxeurs soient toujours contents de vendre et de représenter notre marque, parce que nous disons nous sommes la marque leader et notre concept c'est être l'opérateur de référence. Une vraie belle histoire dont on ne se lasse pas. Callboxeur! Callboxeur avec Orange! On reprend ça. Avant de refermer ce journal, nous mettons le cap sur Washington pour retrouver notre envoyé spécial Cédric Noufélé qui suit pour nous ces réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale. La dette, le surendettement des pays africains, d'ailleurs l'une des préoccupations de ces assises et la structuration de cette dette présente la germe d'une nouvelle crise économique si rien n'est fait. Et les experts se penchent sur la question et pour en savoir davantage, suivons ce reportage. Notre envoyé spécial, Cédric Noufélé à Washington. Washington, les politiques américaines décidées
à la Maison-Blanche continue de cristalliser l'attention du Fonds monétaire international. La révision du code fiscal américain est certes en train de soutenir l'économie de la première puissance mondiale, mais la dette pourrait, elle, atteindre 110% du produit intérieur brut américain d'ici 2020. Le moniteur des finances publiques du FMI tire la sonnette d'alarme sur le niveau record de la dette dans le monde. 164 milliards de dollars en 2016, c'est plus de 105% du PIB mondial et le niveau de la dette publique est historiquement élevé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le FMI qui pense que cette augmentation de la dette mondiale est liée à la Chine qui en détient 40%. Mais le fardeau de la dette pèse davantage sur les pays à faible revenu, notamment dans les pays africains. Selon le FMI, environ 6 pays africains sont exposés à un niveau élevé de surendettement. Parmi ces pays, il y a le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Somalie, mais également le Zimbabwe. Dès lors, le FMI préconise des politiques d'ajustement budgétaire pour ces pays africains exposés à un surendettement enlevé, mais aussi l'assouplissement de la gestion des finances publiques, l'amélioration de la qualité de la dépense publique dans ces pays africains. Ces mesures peuvent-elles être implémentées dans ces pays africains où il y a de sérieux problèmes de gouvernance qui se posent avec acuité? Cette question centrale doit être abordée durant ces réunions du printemps du FMI et la Banque mondiale. Ici, à Washington, Cédric Noufélé, envoyé spécial Equinox Télévision. Merci à vous, Cédric Noufélé, qui suit ces réunions du printemps et du FMI ainsi que de la Banque mondiale. C'est avec d'ailleurs vous que nous refermons ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie de nos programmes.